à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire et c'est en direct le premier vendredi de chaque mois sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. C'est l'émission qui parle d'histoire, qui parle de grands événements de l'histoire de France, de l'histoire du monde et bientôt même de l'histoire de la Savoie. Le mois prochain, c'est avec notre ami Julien qui est fidèle au rendez-vous et qui est là notre historien en chef. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Julien, ça va ? Ça va, très bien, très bien. T'es en forme ? Impeccable, comme d'habitude. Comme d'habitude, en pleine forme pour nous faire un exposé brillant sur l'histoire. Et Ne parle pas trop vite, on verra ça dans une heure. Voilà, tout à fait, si c'est brillant. En tout cas, merci à toutes et à tous d'écouter cette belle émission. C'est une autre histoire. Nous allons faire un saut de quelques millénaires, puisque nous faisons un saut de plus de 2000 ans. Nous allons à Rome et nous sommes le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Non, mais en 44 avant JC se passe le 15 mars, le célèbre Jules César qui est assassiné. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Eh ben, écoute, Julien, tu vas nous parler de l'assassinat de Jules César. Et pour t'introduire, toi aussi mon fils, vas-y. Est-ce qu'on peut commencer en saluant Sandra qui est là aujourd'hui pour m'écouter ? Bien sûr. C'est un peu un honneur qu'elle te fait là quand même. Oui, complètement. Je suis ravi. Voilà. Et aussi bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors c'est vrai que le mois dernier, nous sommes plongés dans la fureur des combats de la guerre du Pacifique avec la bataille d'Iwo de février-mars 1945. Et ce 13h plutôt, nous allons changer d'époque et aussi de continent, puisqu'on va se plonger au cœur de la Rome antique et plus précisément le jour des Ides de mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est ce jour que s'est déroulé l'assassinat du Romain le plus connu de l'histoire, certainement, Caius Iulius Caesar, plus connu sous le nom de Jules César. D'ailleurs, Jean-Pierre, on a déjà parlé lors d'une précédente émission du complot contre Jules César. Est-ce que tu te souviens de quelle émission ? Ça doit être dans la conspiration des poudres de 1605. C'est ça, tout à fait. En Angleterre. Tout à fait. C'était bien sûr en conclusion lors des questions de notre émission de novembre qu'on a consacrée à la conspiration des poudres et au complot célèbre. Mais je vois que tu as une très bonne mémoire, Jean-Pierre, et aussi que tu suis ma chronique. C'est très je te suis, moi. Je te suis. Toi, je suis un fan. Merci Jean-Pierre. Donc avant de nous plonger dans cette journée fatidique qui changea le cours de l'histoire du monde, rien que ça, il est bien sûr important de revenir brièvement, si l'on peut dire, sur la vie de Jules César. Alors la vie, mais plutôt les vies, tant Jules César a connu une carrière militaire et politique que l'on peut qualifier d'exceptionnelle. Jules César, on va remonter à la Genèse, il n'est pas issu de n'importe quelle famille romaine. En fait, il naît le 12 ou le 13 juillet de l'année -100. Mais il bénéficie surtout d'un atout de taille. En fait, ses parents sont issus d'une illustre famille romaine. Son père, Caius Iulius Caesar III, a été gouverneur d'une province en Asie, où il a fait fortune. Et sa mère, Aurelia Cotta, c'est la fille de Lucius Aurelius Cotta, qui est consul. Et consul, à l'époque, c'est la plus haute magistrature romaine. Vous le constatez, Jules César devait, c'était d'ailleurs presque écrit dans ses gènes, connaître une carrière politique de premier plan. Et c'est en fait ce qui s'est réalisé, car Jules César, il a gravi petit à petit tous les échelons politiques romains. C'est ce qu'on appelle le cursus honorum. Il y avait différentes étapes pour arriver jusqu'à consul. Et quand on était compétent, quand on était brillant, on pouvait arriver en tant que consul, mais il fallait bien sûr avoir une sorte de cursus. On commence par le bas de l'échelle. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on appellerait ça l'ascenseur social, mais vraiment avec tous les bémols que l'on peut y mettre. Donc, en 72, quand je dis 72, on est bien toujours avant Jésus-Christ. Hein. Donc, en 72, il devient tribun militaire, c'est-à-dire officier dans l'armée. Il devient en 69 questeur, c'est-à-dire responsable des finances publiques. Édile en 65. Édile, c'est très important puisque c'est celui qui organise l'administration romaine, l'approvisionnement, la police des marchés. Très important aussi, l'organisation des jeux et des fêtes. En 61, il devient juge et en 59, il atteint la magistrature suprême, civile et militaire. C'est le consul, donc le consulat, qu'il coexerce. Alors avec une personne qui est aujourd'hui tombée dans l'oubli, que l'on connaît juste parce qu'il a été co-consul avec Jules César. Il s'appelle Quintus Calpurnius Bibulus. Et bien sûr,
le consul dépend de l'autorité du Sénat, puisqu'à l'époque, Rome est une république. Il a fait ça très vite, quand même, en 13 ans. En très peu d'années, oui, tout à fait. Mais il avait des capacités déjà de chef de guerre exceptionnelles. On le sait à travers la guerre des Gaules. La guerre des Gaules, on peut en bien sûr. parler. Et aussi politique, il avait un grand réseau. Il faisait partie d'une famille et d'un clan qui était très important à Rome. Et il savait aussi s'attacher les faveurs de l'armée et du peuple, ce qui est assez... Un fin stratège. Un fin stratège, voilà, tout à fait. Et bien sûr, rien ne semble pouvoir arrêter Jules César dans son association politique, d'autant plus qu'il bénéficie d'un énorme prestige militaire. Quand je vous dis énorme, le mot est faible, suite à ce qu'on appelle bien sûr la fameuse guerre des Gaules, de moins 58 à moins 50. On connaît tous l'histoire. On peut faire une émission, voire même plusieurs, sur cette guerre des Gaules, tellement c'est fondamental dans l'histoire qui se termine à Alésia. Qui se termine à Alésia, tout à fait. Alors, très peu de documents d'archives sont parvenus jusqu'à nous pour nous éclairer sur les étapes de la conquête des Gaules, à l'exception d'un seul ouvrage qui s'appelle Commentaire sur la guerre des Gaules, écrit par Jules César lui-même. Donc, écrit que je possède chez moi. C'est vrai. Et très bonne lecture, Jean-Pierre. Donc, bien sûr, ouvrage dont il faut mettre, bien sûr, des guillemets, puisque écrit par le vainqueur et pas forcément du point de vue des vaincus qui auraient pu avoir. Voilà, il a écrit à sa sauce et on aurait pu avoir d'autres points de vue, mais donc, bien sûr, on a les archéologues qui font un travail exceptionnel pour nous documenter encore aujourd'hui sur la guerre des Gaules. La guerre des Gaules mériterait une émission entière, voire même plusieurs, mais s'il faut retenir un belligérant, ce serait Vercingétorix. Et si vous devez vous souvenir de batailles, je vais en citer deux. La victoire gauloise, Ticocorico, de Gergovie en 52, et la même année, entre juillet et septembre, la fameuse défaite d'Alésia, qui... On a tous lu Astérix, voilà, donc on connaît ça. Qui mit fin... et Alésia, on n'en parle pas. Alésia, on n'en parle pas, tout à fait. Mais aussi étrangement que cela puisse paraître, l'homme fort, au début de la conquête des Gaules, ce n'est pas Jules César à Rome, mais Pompée, qui a été élu 3 fois consul et qui jouit d'un prestige immense, notamment après une victoire militaire en Orient contre le roi Mithridate VI. Il était roi d'une région du monde, à peu près à la Turquie d'aujourd'hui, qu'on appelle le Pont. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà en Asie, c'est loin de Rome, et Pompée revient vainqueur, et il a un prestige qui est encore supérieur à celui de Jules César. Pompée forma avec César et Crassus le premier triumvirat de l'histoire romaine, qui avait pour but de faciliter l'élection de chacun au consulat. En fait, il y avait 3 hommes forts, Crassus, que l'on connaît, qui était très riche, Jules César, qui revient de sa campagne en Gaule, et Pompée, qui revient de sa campagne en Asie. Les 3 se mettent d'accord, fondent le triumvirat, et en fait, le titre de consul ira un peu à chacun des 3 à la fois. Il y aura Pompée, il y aura Jules César, il y aura Crassus, etc. Mais on va y revenir. Jules César est à la fois un chef de guerre, il a été gouverneur de province en Gaule, homme politique romain, mais aussi chef spirituel, puisqu'il avait le titre de grand pontife, qui était la plus haute autorité religieuse de la Rome antique. C'est le titre qu'on a donné maintenant au pape. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le souverain pontife. Le souverain pontife, c'est tout à fait ça. C'est celui qui dominait, qui avait le pouvoir sur la religion dans la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on sait que la religion, à l'époque, était quelque chose de fondamental, qui suivait en fait la vie de tous les Romains. Jules César, c'est un homme incontournable, surtout après sa lutte contre Pompée, parce qu'on a vu que c'était 2 personnes à fort pouvoir et à forte autorité. Et après, lutte contre Pompée qui arriva après un événement très célèbre, c'est le 11 janvier 49, lorsque les armées romaines de Jules César franchissent le célèbre Rubicon et foncent vers Rome. Et d'ailleurs, la formule Alea Jacta Est, le sort en est jeté, date de cet événement qui est fondamental, puisque c'était un territoire sacré, aucune armée ne pouvait pénétrer dans Rome. Et Jules César franchit le Rubicon, il fait quelque chose d'interdit, et dès lors, commence une guerre civile. Et c'est devenu même une expression tout à fait populaire maintenant. Oui, tout à fait. On ne va pas rentrer dans les détails de cette guerre civile entre Jules César et Pompée. Pompée sera finalement écrasé à une bataille, une fameuse bataille qui s'appelle la bataille de Pharsale, à l'été 48, puis tué en septembre en Égypte par les serviteurs du pharaon, qui était alors enfant, Ptolémée XIII, qui était le frère, mais aussi l'époux de Cléopâtre. On en reparlera. D'ailleurs, je viens de parler de l'Égypte, je viens de parler de Cléopâtre, et donc il faut que je vous parle d'un personnage aussi important qui s'appelle Césarion,
qui est le fils que Jules César a eu avec Cléopâtre. Voilà, donc en fait, tout s'imbrique. Cléopâtre qui était une personne extraordinaire. A une vie, mais incroyable. Et un nez, quel nez. Quel nez, tout à fait. Qui a été après la maîtresse de Marc-Antoine. Ils ont vécu une histoire d'amour formidable. Enfin, on en reparlera. Faut qu'on en reparle dans une prochaine émission. Le règne de Cléopâtre, c'est incontournable. Ça, c'est très important. Donc, suite à sa victoire sur Pompée, César, c'est le seul maître de Rome. Il organise des triomphes dans les rues de la capitale romaine. Ces triomphes, ils sont majestueux. On garde, nous, on va dire, ancêtres de Gaulois, en mémoire celui qui a été organisé suite à la conquête des Gaules avec la mort de Vercingétorix. Et César, il en a organisé un autre, suite à sa victoire sur Pompée et ses enfants. Parce que bien sûr, Pompée avait des fils qui se sont soulevés contre Jules César. Et en moins 45, il organise un triomphe suite à sa victoire. Et là, il fait une erreur politique, la première. Il rompt avec une tradition qui était celle d'interdire les victoires militaires contre les ennemis internes de Rome. Habituellement, on faisait des triomphes contre les ennemis extérieurs à Rome, comme les Gaulois. Et ben Jules César, en faisant un triomphe après sa victoire contre Pompée et ses fils, il rompt avec la tradition, c'est-à-dire qu'il célèbre une victoire contre des Romains, en fait. Voilà. Erreur politique, là. Erreur politique. Et il est désigné ce que l'on appelle dictateur, qui est en fait la magistrature suprême, bien supérieure à celle de consul, avec l'obtention de rien de moins que tous les pouvoirs, sur une durée en principe limitée à 6 mois. Sur un dictateur, voilà. On pouvait être dictateur, mais seulement sur 6 mois. 6 mois. Jules César, vous en doutez, il n'a que faire des principes. Et après une première désignation comme dictateur en moins 49 pour organiser les élections consulaires, en fait, là, ça compte pas. Il abdiqua au bout de 11 jours. Il se fait nommer dictateur pour une durée d'1 année. Donc là, c'est plus 6 mois. C'est 1 année en 47, puis 10 ans en 46. Et enfin, en février 44, il obtient le titre de dictateur à vie. Comme ça, on fait plus dans le détail. On rappelle quand même aux auditeurs que tu remontes les années à l'envers parce que nous sommes avant Jésus-Christ. Oui, voilà. Donc c'est pas, tu démarres en 47 pour aller en 44, c'est normal. C'est ça. Alors attention, il ne faut pas prendre le mot de dictateur avec sa signification d'aujourd'hui. À l'époque romaine, ce titre, comme je l'ai dit, était temporaire et ne pouvait être exercé qu'à titre exceptionnel en cas de crise militaire ou politique majeure. En fait, Cicéron, le célèbre auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, disait que le dictateur, c'était en fait les 2 consuls incarnés en une seule personne. Mais César est ainsi tout puissant puisqu'il est dictateur à vie, mais il doit quand même composer avec une instance incontournable qui s'appelle le Sénat de Rome et qui atteint sous Jules César entre 900 et 1000 membres. Les sénateurs romains sont nommés en principe à vie et jouissent d'une autorité réelle et en premier lieu sur les questions liées à la religion. Très important. Ils jouent un rôle aussi déterminant dans le contrôle des finances de Rome, la répartition des ressources et des terres, mais aussi en politique étrangère, puisqu'ils reçoivent les ambassadeurs étrangers, et peu à peu, ce sont eux qui organisent les campagnes militaires. Le Sénat tient cependant un rôle législatif limité, il ne fait pas les lois, mais il conseille les magistrats qui, eux, font les lois. Mais dans les faits, les magistrats romains qui font les lois, ils sont aussi sénateurs, et donc ils bénéficient des conseils, entre guillemets, avisés de leur père. En fait, et donc jamais un sénateur ne va contredire un magistrat qui est aussi lui-même membre de cette instance prestigieuse. César, au Sénat, il y a placé des fidèles soutiens, et il y a aussi placé des anciens fidèles à Pompée, qu'il a, on va dire, absous, si vous excusez-moi l'expression, mais de leurs péchés, et il les a intégrés auprès de lui, notamment au Sénat. Et puisqu'il y a mis des fidèles, et qu'il a aussi pardonné à ses anciens ennemis, Jules César ne se doute pas que c'est précisément des sénateurs que viendra en fait sa perte. Et avant de nous plonger dans ce fameux mois de mars 44, est-ce qu'on va faire une petite pause musicale ? Écoute, on peut faire une petite pause, il n'y a pas de problème. La pause s'impose. La pause s'impose, Nous sommes toujours avec Julien, c'est une autre histoire et on parle aujourd'hui de l'assassinat de Jules César le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. On arrive tout de suite, ne partez pas. Comme à chaque fois, c'est passionnant. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac.
De grands événements dans la chronique de Julien et on parle aujourd'hui de l'assassinat de Jules César, mais je voudrais simplement que tu nous dises pourquoi tu as choisi cette musique Elisa de Serge Gainsbourg. Alors tout simplement parce que le film Elisa a obtenu, grâce notamment à cette chanson, le César de la meilleure musique, je crois que c'était en 1996. Et puisque nous parlons de Jules César, César, voici le lien. D'accord, ok. Bravo. Non, mais bravo. Ah bon, on va chercher loin les. On va chercher loin. Oui, on va chercher très loin les liens quand même. Je te propose qu'on continue. Nous arrivons à mars moins 44 et donc Jules César va commencer à avoir quelques ennuis. Voilà. Donc nous revenons à mars 44 avec un Jules César au fait de sa gloire, tout juste nommé dictateur à vie, puisqu'il a été nommé, comme je l'ai dit, en février, donc nous sommes en mars. Si des événements de l'Antiquité, bien sûr du fait de leur ancienneté, sont méconnus ou sujets à des interprétations, le cas de l'assassinat de Jules César est très bien documenté, notamment grâce aux travaux de l'auteur romain Suétone et de l'historien grec Plutarque, qui bien sûr n'ont pas connu ces événements, mais qui ont bénéficié de sources contemporaines. Et donc, on peut dire que ce sont des sources, entre guillemets, plutôt fiables. Avant de présenter plus précisément l'organisation de l'assassinat, il faut avant tout s'interroger sur les mobiles, et force est de constater que ceux-ci peuvent être très nombreux. Le premier, et certainement le principal, c'est la crainte du Sénat que Jules César s'octroie le titre de roi. Alors en fait, on va remonter quelques semaines en arrière, avant l'attentat, et plus précisément du 13 au 15 février 44, lors des fêtes dites des Lupercales, organisées en l'honneur du dieu Faunus, protecteur de la forêt et des troupeaux, non loin d'une grotte nommée Lupercale, donc les fêtes des Lupercales, la grotte de Lupercale. Pourquoi est-ce que c'est très important? Puisque c'est là, selon la légende, que fut découvert par la Louve les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus. Voilà. Cette fête traditionnelle, elle est très populaire, énormément de Romains participent à cette fête, et cette fête de 44 va marquer un tournant dans la vie de Jules César. Vous vous imaginez, dans la Rome antique, Jules César préside les festivités, il est assis sur un siège en or, au sommet de la tribune, et là, un homme, certainement Marc-Antoine, vient et lui tend un diadème, et c'est rien de moins que le diadème royal. Stupeur et protestation de la foule, mais Jules César rejette ce diadème et demande à le mettre dans le temple de Jupiter. Un peu plus tard, Jules César, à la fin de cette cérémonie, se promène dans Rome. Certains veulent lui poser une couronne de laurier, synonyme de royauté, oui. Mais Jules César refuse une nouvelle fois et déclara même « Je m'appelle César et non Rex ». Dès lors... Je suis empereur et pas roi. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Même si César n'a jamais été empereur, mais on y reviendra. Dès lors, une rumeur se fait grandissante, d'autant plus que César se prépare à une campagne militaire contre les fameux Parthes, c'est une région dans l'actuel Iran, et les livres sibyllins. En fait, les sibyllins, c'était des recueils d'oracles grecs interprétés par les Romains, parce que vous savez, à l'époque, on faisait beaucoup d'interprétations, de divinations, d'oracles. Et donc, ces oracles, ils sont clairs. Seul un roi peut revenir vainqueur de cette campagne. Et il y a un autre bruit qui court au sein des milieux politiques. Le sénateur Lucius Aurelius Cotta, oncle de César, on l'a vu tout à l'heure, il proposerait, lors de la séance du Sénat des fameuses Ides de mars, le titre de roi à Jules César. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette histoire de roi et de royauté? En fait, les Romains, ils avaient une profonde aversion pour la monarchie. Le dernier roi, qui était Tarquin dit le Superbe, 5e siècle avant Jésus-Christ, était un véritable tyran et il élimina un à un ses opposants. Et les Romains avaient encore une mémoire très vivace et la royauté n'était pas, mais alors pas du tout, une option. Même s'ils pouvaient adorer Jules César, ils auraient détesté un roi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très important au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour l'historien Robert Estienne, qui a été auteur d'une biographie de César, les causes de l'assassinat sont à chercher ailleurs, plutôt du côté, alors je vais peut-être vous surprendre, révolutionnaire et moderne de Jules César. En effet, il a autorisé l'intégration au Sénat de plusieurs de ses proches, qui ne faisaient pas partie de l'ancienne noblesse, que l'on appelle la nobilitas. Et cette nobilitas voit d'un mauvais œil la montée en puissance de partisans de César, qui sont présents dans cette haute administration au Sénat, au sein des finances et de la monnaie, en lieu et place des sénateurs. Et peu à peu, César, il veut faire du Sénat une institution sans pouvoir,
répondant à sa seule volonté. Et vous comprenez que les sénateurs, eux, sont assez attachés à ces privilèges et ils ne veulent pas perdre le pouvoir au profit, on va dire, de simples proches de Jules César. Je vais vous donner quelques exemples. Pour la gestion des revenus publics, César, il a nommé ses propres esclaves. Les commandements militaires ne sont plus confiés à des sénateurs, mais à des fidèles ou à des enfants d'affranchis proches de Jules César. En fait, l'avancement par le mérite, on va dire ça comme ça, n'est plus forcément à l'ordre du jour. Mais pour connaître, selon l'expression moderne, l'ascenseur social, il faut être avant tout un proche du pouvoir, et le pouvoir à l'époque, c'était Jules César. Le gouvernement ne se gagne pas par la lutte politique. Par le testament de Jules César, il devient en fait héréditaire. Vous comprenez que les sénateurs, qui sont exclus de la gens Julia, c'est en fait la famille de Jules César, ou les proches de Jules César, veulent s'en prendre à ce qu'ils appellent maintenant un tyran. Alors, qui sont ces conspirateurs ? En fait, il est possible de les mettre dans 3 catégories différentes. Il y a les Césariens déçus. Ce sont en fait ceux qui n'ont pas pu bénéficier des faveurs de Jules César. On a ensuite des Pompéiens que l'on peut qualifier d'ingrats. Ce sont des Pompéiens qui ont été pardonnés par Jules César, mais qui ont encore la défaite de Pharsale en tête et la mort de Pompée, puisqu'il a été décapité en Égypte en tête, et ils en veulent à Jules César. Et puis, il y a aussi d'autres sénateurs, on va dire sans parti, mais qui voient d'un mauvais œil la montée en puissance et l'apogée de Jules César. Mais en fait, il existe une difficulté. On a en fait les noms des 24 sénateurs complétistes. Et chacun a un objectif différent en tuant César. Et il faut avant tout leur trouver un chef d'orchestre. Parce qu'il faut bien sûr organiser l'assassinat. On va dire que c'est la première étape, peut-être l'étape la plus simple. Mais il faut surtout, et ça c'est beaucoup plus compliqué, préparer la suite. Et cela ne va pas être une mince affaire. Mais si vous ne deviez retenir que 2 noms, on va citer Brutus et Cassius, qui étaient des anciens militaires et opposants pompéiens à Jules César. Ils avaient ce point commun-là, c'est qu'en fait, ils avaient pendant un temps servi le camp d'en face. Comme je vous l'ai expliqué, cet événement a été décrit, commenté, étudié. Si je devais citer un exemple sur la connaissance de ce complot, ce serait, chose quasiment unique, que les noms, les prénoms et les fonctions de l'ensemble des conjurés nous sont parvenus à nous plus de 2000 ans après cet attentat. Tellement c'est quelque chose d'important. On a parfois des difficultés à connaître des cursus ou des noms dans l'époque antique. Alors là, si vous voulez des renseignements sur les comploteurs de Jules César, aucun problème, on connaît tous deux. On connaît tout. Preuve que cet événement a été un marqueur historique très important. Mais nous y voilà, nous sommes le 15 mars de l'année 44, le jour des Ides de mars. En fait, ce que l'on appelle les Ides de mars, c'est la milieu du mois, 13, 14, 15 d'un mois. Donc là, nous sommes le 15, et il y a une séance au Sénat. Jules César doit se rendre au Sénat, mais il ne se doute pas qu'un piège mortel s'est formé autour de lui. Même s'il se doute, et il le sait, ses conseillers l'ont averti que l'opposition commence à gronder au Sénat. Pour autant, afin de donner confiance à l'opinion publique, Jules César avait déjà compris à l'époque que l'opinion publique était quelque chose de très important, ce qu'on appelle la foule, la plèbe. Eh ben, il n'a plus de garde rapprochée, plus de garde personnelle, et il se retrouve seul pour se rendre au Sénat, avec bien sûr quelques gardes et quelques compagnons. Il est seul avec un fidèle aussi qui va marquer l'histoire, qui s'appelle Marc-Antoine, et il monte les marches du Sénat, que l'on appelle la curie de Pompée. C'est le nom donné au Sénat. Vous vous en doutez, le moment fatidique approche, mais on va faire monter un peu le suspense et on refait une petite pause musicale, Jean-Pierre. On se refait une petite pause musicale, on va faire un tour du côté de l'Italie, c'est pas mal ça. Ah bah tiens, c'est de circonstance. Tu nous as choisi Zucchero. Zucchero, on y va. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com. Juste un petit mot pour vous annoncer ce soir de 19h à 20h30 Music by Lolo. Donc notre ami Lolo qui est un connaisseur de rock, de pop et qui donc vous recevra ce soir chez Sandra qui est en train de me faire des carabistouilles. C'est compliqué de travailler dans ces conditions. Non, c'est ça, c'est la bonne ambiance. Nous, c'est une grande famille et c'est la convivialité, c'est les sourires et tout ça. Et nous sommes avec Julien pour parler de l'assassinat de Jules César, 15 mars avec Jean-Pierre. 44,
avec César. Et donc, là, nous y arrivons là au complot. Hein. Ça y est, nous y sommes. Allez, oui. on t'écoute. Donc Jules César et Marc-Antoine arrivent à la curie de Pompée, donc sans escorte comme je vous l'ai dit, mais par contre ils sont surveillés. Ils sont sous la surveillance d'un conjuré qui s'appelle Decimus Brutus, qui est un homme de confiance qui doit s'assurer que César ne change pas de plan au cours de la matinée. Les conjurés devaient être sûrs et certains que César assiste à la séance du Sénat. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient un petit doute ? Tout simplement parce que César avait une santé plutôt fragile. Des sources disent qu'il avait des crises d'épilepsie et on sait que la veille de sa mort, il a dîné chez un général qui s'appelle Lépide et que la nuit s'est très mal passée. Il y avait eu des intempéries. Jules César était malade. Il n'était pas très bien. Sa femme lui demande de rester, mais on a un peu forcé Jules César à se rendre au Sénat et la personne qui devait s'assurer que Jules César préside la séance, c'était Decimus Brutus. Pendant ce temps, les sénards aussi se rendent au Sénat et certains, plus d'une vingtaine, ils sont en fait 24, sont armés de poignards. César prend place, il est sur son siège et les conjurés étaient là, tout autour de lui, à attendre le bon moment. Alors vous allez me dire, tous, non. Non. Il y en avait un qui s'appelle Trébonius, qui se tient à l'écart, et lui, il avait un rôle particulier, c'était de tenir à l'écart Marc-Antoine. Alors pourquoi il fallait empêcher Marc-Antoine de se rendre à l'intérieur du Sénat ? Alors premièrement, parce qu'il est consul, donc ça aurait été mal vu que le consul soit blessé ou assassiné. Mais plus que ça, Marc-Antoine, était un chef de guerre. Physiquement, on pourrait l'appeler un colosse, et il aurait à lui tout seul pu faire échouer le complot. C'est une personne qui est très importante, Marc-Antoine, dans l'histoire de la Rome antique. Il aura une fin à la fois épique et tragique, mais c'était un chef de guerre très accompli, et physiquement, il était vraiment au-dessus du lot. Et c'est pour ça que les sénateurs savaient que pour que le complot aboutisse, il fallait que Marc-Antoine ne soit pas à proximité de Jules César. La séance débute et il y a un sénateur qui s'appelle Tilius Cimber et il tombe à genoux devant Jules César et il implore le pardon pour son frère qui a été condamné à l'exil. Et là, c'est un peu le signal. L'ensemble des conspirateurs se joignent à Tilius Cimber. Tilius agrippe à deux mains la toge et ça y est, c'est le signal pour débuter l'attaque. Le premier sénateur à frapper Jules César est Casca, et selon Plutarque, Jules César lui dit « Maudit Casca, que fais-tu » Dès lors, c'est une véritable pluie de coups qui s'abat sur le dictateur. César se défend comme il peut, mais il ne peut rien faire. Les sénateurs complotistes, on va dire, sont trop nombreux. Les derniers instants de Jules César sont décrits par l'écrivain Suétone, je cite, « S'apercevant alors que de toutes parts on l'attaque, le poignard à la main, il enroule sa toge autour de sa tête, tandis que de sa main gauche, il est fait glisser les plis jusqu'au bas de ses jambes pour tomber avec plus de décence. » Et là, bien sûr... Digne jusque dans la mort. Digne jusque dans la mort. Et c'est à cet instant que Jules César aurait prononcé la fameuse phrase en voyant Brutus s'approcher pour lui donner le dernier coup. La fameuse phrase « Toi aussi, mon fils, tu cuique fili ». Alors, attention, il est fort probable que ces mots n'aient pas été prononcés. Plutarque, dans sa fameuse Vie de César, fait part de cette phrase, certainement pour accroître en fait l'intensité du récit et le tragique de la scène. D'ailleurs, le terme fils n'est aussi pas à prendre au pied de la lettre. Brutus n'était certainement pas le fils naturel de Jules César, mais il avait une certaine proximité avec lui, car sa mère Servilia était en fait la maîtresse de Jules César. Une autre, on va dire. Mais il y avait vraiment de l'amour entre Servilia et Jules César. Et donc, de par cette proximité, Brutus a été considéré comme le fils, on va dire, le fils de cœur de Jules César. César meurt, agonise, au pied d'une statue, qui est la statue de Pompée, qui est en fait son ancien rival. Voilà, comme quoi l'histoire peut faire d'étranges échos. Les conjurés, ils n'eurent pas le courage de jeter le corps de Jules César dans le Tibre pour éviter que son corps fasse l'objet d'une sépulture majestueuse. Donc, ils devaient le jeter dans le Tibre, mais non, ils se ravisent. Et ils profitent de la confusion pour faire un discours politique. Nous avons assassiné le tyran, place à la République,
Mais vous imaginez que devant la scène, en fait, la majorité des sénateurs ont pris peur et ont pris la fuite. Donc dans le Sénat, ils font un discours devant en fait eux-mêmes. Le corps de César resta là plusieurs heures avant que 3 esclaves, à la fin de la journée, le récupèrent pour l'amener dans sa résidence. Les assassins, l'âme ensanglantée, montent alors à la colline du Capitole et là, ils veulent haranguer la foule. Le problème, c'est qu'il n'y a personne dans les rues et que les commerces sont tous fermés. Dis donc. Donc, ils haranguent une foule qui, en fait, n'existe pas. Bref, pour trouver du monde, ils redescendent vers le Forum, qui est en fait le lieu de vie à Rome. Et là, ils commencent à expliquer leurs gestes. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué Jules César, le retour à la République, le tyrannicide, etc., etc. Mais en fait, la foule n'était pas du tout de cet avis. Et devant une hostilité de plus en plus grande, ils doivent remonter au sommet du Capitole, pas pour haranguer les foules, mais en fait pour se protéger. Donc ils prennent un peu de la hauteur, parce que ça sent un peu le roussi pour les sénateurs qui ont assassiné Jules César. Les heures qui suivent sont connues. En fait, pour essayer de préparer la suite, puisque Jules César est mort, il faut que politiquement ça fonctionne. Et Marc-Antoine, aidé de Lépide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tente une médiation avec les comploteurs. En fait, c'est pas une médiation, c'est qu'il cherche à gagner du temps pour en fait organiser les funérailles de Jules César et préparer ce que l'on appellera la guerre civile contre les tyrannicides. Voilà. Peu après la mort de César, il y a son testament qui est dévoilé. Donc Octave, qui est le futur Auguste, est désigné comme son héritier, aux grandes dames de Marc-Antoine et de plusieurs conjurés, qui étaient en fait, comme je vous l'ai dit, autrefois des fidèles à Jules César. Et ces conjurés, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, quand on a ouvert le testament, il s'avère que ces conjurés, ils ont reçu à la mort de Jules César des honneurs et des gratifications. Donc vous imaginez la réaction du peuple quand ils apprirent que les assassins, en fait, étaient des proches de César, appréciés de Jules César et qui, en plus, étaient nommés dans leur testament. Ce n'était en fait pas un tyrannicide, mais pour le peuple, c'était une véritable trahison. César, d'autant plus, s'est montré dans son testament très généreux avec le peuple, à qui il légua 300 sesterces, la monnaie de l'époque, par tête, de même que ses jardins personnels, qui étaient situés à proximité du Tibre, furent donnés à la population romaine. Donc vous imaginez que quand on a ouvert le testament, Jules César, qui était déjà aimé de la plèbe, a eu encore un amour du peuple, mais encore accru après sa mort, quoi. Et donc, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire du corps de Jules César ? Le 20 mars, donc 5 jours après l'attentat, la dépouille elle est envoyée au Forum pour que le peuple puisse lui rendre un hommage. Et quand je vous dis le peuple, c'est en fait une foule immense qui est présente pour faire ses adieux à Jules César, son dictateur. Conformément au rite funéraire, il y a un bûcher qui est dressé, et on a même ressorti pour l'occasion la toge ensanglantée que l'on présente à la foule. Et la foule, quand elle voit cette toge avec, vous imaginez les traces de sang, les trous causés par les poignards, elle est folle de rage. On a même reproduit une statue en cire de Jules César avec la reproduction de ses 23 blessures. Et le peuple alimenta lui-même le bûcher avec du bois qu'on a pris sur les devantures des commerces de Rome. En fait, cette cérémonie funéraire, c'était un apothéose pour Jules César. Tout à fait. Et on comprend quelle erreur a été faite par les comploteurs quand ils n'ont pas jeté le corps de Jules César dans le Tibre, puisqu'en fait, ces obsèques ont servi d'une célébration à la gloire de Jules César. Ils ont monté encore son prestige. Complètement. Jules César quitta le monde des vivants pour en fait devenir l'égal des dieux, et ce nom devint synonyme de chef. Par exemple, César donna le terme de tsar, c'était les empereurs de Russie, et de Kaiser, les empereurs d'Allemagne. Kaiser, bien sûr. Tsar, voilà, tout est lié. César meurt maîtriser même les éléments naturels, puisqu'il est dit qu'une comète apparut le jour de la mort de Jules César et que l'Etna entra en éruption. On imagine aisément la consternation des conjurés qui, là, n'ont plus de choix, avec Marc-Antoine toujours vivant et des troupes fidèles à César en garnison à Rome, dirigées par Lépide, ils ne peuvent que fuir. Dès lors, on assiste à une guerre civile qu'on appelle la guerre civile des libérateurs. Quand je vous dis libérateurs, c'était en fait les assassins de Jules César qui pensaient libérer Rome du joug du dictateur. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Donc d'une part, il y a les libérateurs et d'autre part, il y a les fidèles de Jules César.
et un second triumvirat qui s'est formé avec Marc-Antoine, qui est un grand chef de guerre, Lépide, qui lui s'occupe de la gestion de l'Italie, et Octave, qui est l'héritier de Jules César. Et donc, d'autre part, les républicains, assassins de Jules César, dont les fameux Brutus et Cassius. Cette guerre civile a duré 2 ans de campagne militaire, et la bataille décisive, celle qui devait décider du sort de Rome, se déroula dans une province de Macédoine orientale. On est dans le nord de la Grèce, dans une ville qui s'appelle Philippe, en octobre en moins 42. Les légions de Brutus et Cassius, elles furent défaites par Antoine et Octave, et les 2 tyrannicides ne survécurent pas à cette campagne. En fait, on peut dire que l'assassinat de Jules César ne servit à rien. Pire, la République romaine vivait là ces dernières années, puisqu'en fait, 2 hommes se partagèrent alors les provinces de Rome. On a Octave qui avait la partie occidentale avec l'Italie et bien sûr Rome, la capitale, et Marc-Antoine qui avait l'Orient et l'Égypte de la reine Cléopâtre. Et de là commença cette histoire d'amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Et est-ce que c'est là aussi l'origine entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, avec Byzance et Rome, avec Constantinople et Rome? Alors, pas du tout, c'est bien plus tard. Mais c'est vrai que c'est un premier schisme, une première partage de l'Empire. Cette dernière guerre civile, elle marqua en fait la fin de la République romaine, et Octave, qui devint Auguste, devint le premier empereur de Rome, après la défaite et la mort de Marc-Antoine. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Julien pour nous avoir expliqué en fait un des événements fondateurs de notre société, de notre culture, de notre civilisation, la mort de Jules César. Je suis sûr qu'on a quelques questions à te poser. On les pose tout de suite, mais je te propose qu'on fasse qu'on aille faire un petit week-end à Rome. Allez, petit week-end à Rome, y a pas de problème. Nous étions à Rome et que tous ces événements se sont déroulés là-bas. Étienne Dao, week-end à Rome. J'en reste baba. Allez, on y va tout de suite. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et nous rentrons de ce week-end à Rome où nous avons passé quasiment 1 heure pour parler de l'assassinat de Jules César. Vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac, la radio autrement, la radio qui parle de culture, qui parle de tout ce que vous voulez, qui est le grand bain de la vie locale et qui est au service de ce magnifique territoire. Ce midi, nous avons parlé avec Julien donc de l'assassinat de Jules César le 15 mars 44. Donc avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et donc là, nous avons quelques petites questions. Déjà, Julien, merci parce que tu as été très brillant. Oh là, très brillant. Et donc, c'est beaucoup plus simple maintenant de comprendre cet assassinat. Moi, j'avais une question préalable. Oui. On a parlé de roi, on a parlé d'empereur. En fait, quelle est la différence entre un roi et un empereur? En fait, le roi et l'empereur sont tous les deux des souverains qui exercent une autorité sur les individus, sur les sujets. Mais en fait, la différence, c'est sur l'étendue du territoire. Le roi, quand on parle par exemple de roi de France, il a une autorité sur un territoire bien défini. Grosso modo, donc vous imaginez Louis XIV, vous voyez les frontières de la France, il a une autorité sur ces sujets. Un empereur peut avoir une autorité bien géographiquement plus étendue, bien sûr sur son peuple, mais aussi sur d'autres peuples. L'Empire romain, l'empereur romain avait une autorité sur les sujets, on va dire du cœur de Rome, on va dire l'Italie, les anciennes provinces, etc. Mais aussi, il avait des sujets qui ne parlaient pas latin, qui n'avaient pas les mêmes origines, les mêmes religions. Enfin, géographiquement, son pouvoir est beaucoup plus étendu. Il avait un pouvoir sur des souverains qui n'étaient pas les siens, qui étaient issus d'autres tribus, d'autres traditions, qui étaient bien sûr conquises et soumises après les victoires militaires de Rome. Tiens. Donc, après Napoléon Ier, là, on fait un petit aparté. Alors, il y a aussi une petite chose, c'est que à l'époque romaine, le titre de roi était héréditaire, comme aujourd'hui. Le titre d'empereur, je ne sais pas si tu te souviens de la conférence sur Marc Aurèle, il n'était pas forcément héréditaire, mais on le cédait à la personne la plus méritante. Voilà. Tout à fait. Petit aparté, 19e siècle, Napoléon Ier, empereur. Ensuite, on a des rois. Donc, on a Charles X, on a Louis XVIII et puis Louis-Philippe, qui est le roi des Français, mais pas roi de France. Pourquoi Napoléon III devient empereur alors et pas roi? Ah, c'est tout simplement grâce au tonton.
C'est grâce au Voilà. tonton. Donc, puisque Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, premier président Oui, de la République tout à fait. d'ailleurs, élu au suffrage oui, universel, tout à fait. voilà. Et ben pour redonner du prestige à la France, qui à l'époque n'était pas une superpuissance, hein, on ressortait encore, des conséquences à la fois des révolutions de Bien juillet. sûr, bien sûr. On n'était pas encore sorti de la fin de l'Empire, mais il y avait quand même un mouvement bonapartiste politiquement qui était très intéressant, très important et très influent. Et donc, pour, en gros, recréer un empire, parce que nous sommes aussi au moment des conquêtes de en l'empire Afrique, colonial, bien sûr. Louis-Napoléon Bonaparte se fait couronner Couronné empereur. après un référendum, comme son oncle, empereur. Et puis, c'était aussi de la tradition, entre guillemets, familiale, puisqu'on sait que beaucoup de personnes, lors du vote comme président de la République, donc du neveu, pensaient encore que c'était Napoléon Ier, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. À l'époque, on avait une société qui n'était pas aussi instruite qu'aujourd'hui, Il y avait qui n'avait pas accès à 25 l'instruction. ans que Voilà. était mort. Donc Voilà, là, c'est c'était ça. pas très. C'est ça. Et ça Alors- faisait aussi rejaillir les gloires de la France. On avait De encore l'Empire. des vétérans de la Grande Armée qui étaient très influents. Enfin voilà, c'était vraiment puis quel prestige pour Louis-Napoléon Bonaparte d'être Pour le l'égal neveu de son tonton, quoi. Alors, merci. Revenons à Rome. Donc, comment cela se fait-il que César n'a-t-il pas été averti du complot qui se déroulait contre lui, qui était monté contre lui? Eh bien, c'est une très bonne question, Jean-Pierre. On sait qu'en fait, plusieurs signaux auraient dû alerter Jules César. Le premier, en fait, le plus évident, c'est que les conjurés étaient en fait, pour la plupart, des proches de Pompée, l'ancien et le rival le plus sérieux de Jules César. Donc déjà, on aurait pu s'inquiéter. Mais concrètement, Jules César, il a été averti à plusieurs reprises d'un possible complot, et l'histoire rapporte que d'étranges présages ont survenu quelques jours avant les ides de mars, et même la veille au soir de l'attentat. La dernière épouse de Jules César, Calpurnia, elle aurait fait un rêve étrange, une maison en proie aux flammes, et César, qui était là, qui mort, victime d'un attentat. Titus Vestricius Spurina, qui est en fait un aruspice, alors c'est celui qui lit dans les entrailles des animaux. On sait que, vous savez, Jules César était le chef de la religion, et bien sûr, parfois, il devait participer à des cérémonies de sacrifice, et à chaque sacrifice, il y avait un aruspice qui était chargé de lire dans l'avenir. Et Titus Vestricius Spurina, il a une révélation. Il fallait se méfier des ides de mars. Bon, on rappelle, les ides de mars, c'est le milieu du mois de mars. Le milieu du mois de mars, voilà. Jules César, lorsqu'il entra au Sénat, il tombe un peu par hasard sur Titus Vestricius Spurina et il lui dit « Les ides de mars sont arrivées » et Spurina lui répond quelques minutes avant son assassinat. Il est juste avant la curie de Pompée. Hein. Oui, mais elles ne sont pas encore terminées. Plus concrètement, on a un philosophe grec qui vit à Rome, qui a eu vent de la conspiration parce qu'il était proche de Brutus. Il s'appelle Artémidore et il décide d'en informer César. Avant que César approche du Sénat, il lui tend un billet, un petit papier si vous voulez, avec les noms de l'ensemble des conspirateurs. Mais Jules César est pris par le temps, il n'est pas forcément en avance. Il ne lut pas le document et la légende voudrait même qu'il soit mort avec cette fameuse liste dans les mains. C'est qu'en fait, il aurait pu être au courant du complot, mais par manque de temps ou peut-être par se croyant intouchable, il n'a pas vu parce cette que l'histoire était là, puis voilà. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a aussi peut-être aussi beaucoup de légendes. On n'a pas de témoignages directs de l'assassinat. On a des rapports de personnes qui ont assisté. Donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes, mais en tout cas, ce que l'on croit savoir, c'est aussi la légende, et la légende fait aussi parfois partie de l'histoire. Tout à fait. Mais alors pourquoi César, il n'a rien vu venir? En fait, il y a une autre hypothèse qui vaudrait que Jules César, conscient du danger, est malade. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était pris régulièrement de crises d'épilepsie, ou alors, on ne sait pas trop, ça peut être des mini-AVC, et bien que Jules César aille au devant de la mort, afin de se forger de lui-même, de son vivant, sa propre légende. Quelles qu'en furent les raisons, Jules César vécut plusieurs vies en une seule, génie tactique et militaire, brillant politicien. Il a eu, au cours de sa vie, connu la gloire, mais aussi les trahisons. Et quand je vous parle de génie tactique et militaire, on connaît bien sûr la conquête des Gaules, qui est un exemple de conquête militaire au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ.
mais il y a aussi les campagnes militaires qu'il a réalisées et effectuées contre Pompée, qui était aussi un formidable chef de guerre, et même Jules César a battu Pompée, qui était un brillant stratège, quoi. Voilà. Peut-être que Jules César, s'il était mort autrement, on s'en rappellerait moins. Ouais, tout à fait, c'est ça. De la gueule, C'est ça ça. correspondait à son niveau. Tout à fait. D'être Et- assassiné. C'est ça. Et en fait, sa mort, elle marque un tournant dans l'histoire de Rome. Dès les Ides de mars, plus rien ne serait pareil. Et avec la mort du dictateur César, a apparu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Empire d'Auguste, avec un empereur tout-puissant, à la fin guide spirituel, commandant militaire et chef politique, incontesté et surtout incontestable. Les sénateurs, ils souhaitaient éviter la monarchie. Résultat des courses, ils obtinrent l'Empire et le Sénat, petit à petit, se vida de sa substance. En fait, aucune décision du Sénat ne sera effective sans l'avis de l'empereur. L'empereur qui devint le personnage central de la vie politique romaine. En fait, il a entre ses mains tous les pouvoirs. Alors, c'est intéressant d'avoir tous les pouvoirs quand on est un dirigeant éclairé, Oui. Un quand on est despote éclairé. quand on est un dirigeant réformateur, ça pose quand même beaucoup plus de problèmes quand ce dirigeant se transforme en despote, en dictateur. Alors on pense tout naturellement à des empereurs romains très célèbres comme Néron, Oui. voilà, qui lui Il a mis le feu, lui. aurait mis le feu à la ville de Rome. Après, on en a d'autres comme Commode, qui était le successeur de Marc Aurèle, qui aussi était un peu Il était pas facile, lui. Hein. pas facile. Oui, voilà, c'est ça. Il était pas commode. Il n'était pas commode, voilà, tout à fait. Puis il y en a d'autres. Et puis par contre, il y a eu des empereurs romains très illustres. Hein. On pense à Trajan, on passe bien sûr à Marc Aurèle. Enfin, voilà. Mais c'est le risque de concentrer tous les pouvoirs. Hein, voilà. En fait, on peut dire que l'assassinat de Jules César, ça a été un assassinat pour rien. Alors politiquement, oui, mais par contre pour la Pour le postérité c'est- de Jules César, c'est ce qu'on disait. sa mort l'a fait entrer dans l'histoire, voire même plus, ça l'a La fait légende. rentrer dans la légende. Et si je dois faire un parallèle entre la mort qu'on a évoquée il y a presque un an d'un personnage célèbre, c'est la mort de Napoléon Bonaparte, qu'on a voulu à l'époque rayer des livres d'histoire, mais bien sûr de son vivant, il s'est aussi forgé sa propre légende, et de sa mort en tant qu'exilé sur une petite île, il est rentré lui-même Dans la légende. dans l'histoire avec un grand H, dans la légende. Des personnages comme ça, il y en a très peu. Ils On ont a leur Napoléon, mort. Jules César, enfin voilà. Ils ont la mort qui leur correspond. Complètement, ouais, tout à fait. Eh ben, merci à tous. Merci, Julien. On se Merci. revoit quand? Eh ben, écoute, on se revoit dans un mois, le vendredi 3 avril. Non, c'est pas le premier? Ah, 1er peut-être. avril, 1er Oui, mais avril. alors, c'est un poisson. Un poisson, oui, tout à fait. D'accord. Non, oui, c'est le 1er avril, le premier vendredi d'avril. Donc, et là, tu viendras nous parler d'histoire de Savoie. Tout à fait. Ça va faire du bien. Ah, oui, ça En fait fait, du bien. on va évoquer donc un événement pour les États de Savoie qui est très important, qui est en fait la première occupation de la Savoie par la France sous François Ier et son successeur Henri Parce II. que la mère de François Ier était de la maison de Savoie. Oui, ils étaient tous cousins entre Charles Voilà. Quint, le roi de France, Charles III, le duc de Savoie. Et donc, on va parler de l'occupation de la Savoie par la France de 1536 à 1559, puisque le mois prochain, nous célébrerons, si on peut dire, la prise de Turin par les Français qui a lieu au mois d'avril, c'est le 3 avril 1536. Eh bien, merci Julien. On a hâte d'être au mois d'avril pour entendre parler de l'histoire de Savoie. C'était en direct, c'était Merci, c'était bien, c'était bien. C'était bien. C'était donc l'assassinat de Jules César le 15 mars 44 avant notre ère. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce soir, Lolo. à 19h, vous avez Lolo, Music by Lolo, donc un petit apéritif musical au son du rock, au son de la pop et de tout cela. Vous aurez également demain soir 120 minutes actu de 21h30 à 23h30. Et puis moi, j'aurai personnellement le grand bonheur de vous retrouver dimanche matin de 10h à 11h en direct pour l'accordéon, c'est ma passion. Mais d'ici là, c'est l'après-midi, il est 14h pile. Et donc, on vous souhaite un bon après-midi à l'écoute de Radio Grand Lac, votre radio de cœur. Merci Julien. À Bon bientôt. après-midi à tous. Au revoir, à Au bientôt. revoir.